Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée au déploiement de notre infrastructure sur le cloud public d'Infomaniac. On poursuit sur Kubernetes, toujours la partie un peu théorique. L'idée, c'est toujours de poser les bases à minima pour vous apprendre des choses au fur et à mesure, de manière à pouvoir un petit peu mieux manœuvrer avec les outils en question. Là, en l'occurrence, avec Kubernetes. Alors, l'idée, c'est pas de vous former à Kubernetes spécifiquement. Vous pouvez aller voir la playlist dédiée à Kubernetes. Je referai très certainement d'ici la fin de l'année ou début d'année prochaine complètement la playlist dédiée à Kubernetes, mais allez d'ores et déjà la voir. Vous avez aussi la playlist dédiée à Docker, donc on va en reparler ça au fur et à mesure. Il y a des petites choses à intégrer de manière à pouvoir se sentir un peu plus à l'aise avec ça. L'idée, c'est de poser donc dans cette playlist-ci les bases qui me semblent un petit peu essentielles à avoir en tête du fonctionnement de Kubernetes, pour Kubernetes en l'occurrence, et pour savoir un petit peu ce qu'on fait quand on va installer notamment notre cluster Kubernetes. Alors, commençons tranquillement. Aujourd'hui, on va s'intéresser à deux choses très étroitement liées, mais qui sont quand même à mettre dans un coin de sa tête, à organiser dans deux sous-volets, on va dire. D'un côté, il y a le network Kubernetes. Alors là, c'est vraiment la boîte de Pandore. Il y a plein de choses à dire sur les networks. Je vous laisserai creuser. Je vous partagerai d'autres choses quand on fera la playlist dédiée à Kubernetes. Il y a vraiment beaucoup de choses à voir, des choses très intéressantes. On va pas nous s'intéresser complètement à tous ces détails. La deuxième chose en dehors des networks, mais qui sont en lien très étroit avec les networks, c'est la partie service. Alors la partie service, c'est en gros, si on revient sur notre schéma qu'on avait, alors je sais pas si je l'ai encore, on va voir, on a celui-ci. Si on revient à notre schéma de cluster Kubernetes, eh bien non, on ne l'a pas ici. Oui, c'était un schéma qu'on avait repris sur le web. Vous avez sur les workers, sur les masters, vous avez le kube proxy. Le kube proxy, c'est un proxy, comme son nom l'indique, et son but, c'est de permettre d'accéder à des choses à l'intérieur du cluster Kubernetes depuis l'extérieur. Donc ça, c'est deux choses un petit peu à séparer, même si c'est très lié. On pourrait se dire dans un coin de la tête pour organiser un petit peu les choses. On a le volet network, donc là, c'est vraiment la communication interne à notre cluster Kubernetes, et puis on pourrait dire à côté, on a les services, et c'est la communication de externe vers interne du cluster, et puis vice-versa, bien sûr. Donc ça peut permettre, on va dire, plutôt d'organiser les choses. Alors, dans un premier temps, d'abord, on va d'abord aborder la partie network, on va voir ensuite en fin de vidéo la partie service. La partie service, si on devait se l'imaginer très rapidement, vraiment très rapidement, parce que c'est beaucoup plus complexe que c'est le cas dans Docker. Si vous avez vu la playlist dédiée à Docker, ou si vous connaissez Docker, vous avez la notion de publication de port ou d'exposition de port. Eh bien, les services, ça permet de faire ça. Ça permet d'exposer finalement vos pods, vos déploiements. Donc, on avait vu les déploiements, on parlait maintenant plutôt des déploiements pour l'extérieur. Et ça va passer par l'outil kubeproxy qui a différentes manières de travailler. Le network, donc là c'est vraiment à l'intérieur du cluster Kubernetes. Alors une fois qu'on a mis ça bout à bout, et qu'on remet les deux ensemble, finalement, comment ça va se passer? Nous, il va falloir voir ça, alors on va y revenir, mais je vous annonce tout de suite un petit peu la couleur. On a trois choses importantes, et trois, on va dire, réseaux d'IP qui rentrent en jeu à partir du moment où on a parlé des services, on a parlé des networks. Première chose, c'est... il se met à faire beau, un truc de fou, il venait de pleuvoir pas mal. Première chose, les nodes. Alors les nodes, ça va être les masters, les workers, donc c'est des serveurs au sein de notre infrastructure. Nous, on a vu qu'on a notre réseau privé au sein du cluster, de OpenStack plutôt, et on l'a créé, et donc on attribue des IP plus ou moins de manière dynamique, suivant ce qu'on souhaite, avec des IP publics ou des IP privés. Nous, on va fonctionner plutôt par IP privé, pour le coup, de manière à faire en sorte que notre cluster soit relativement isolé. Et vous allez voir que ça va avoir une incidence très forte, mais ça on va le garder pour après, pour plus tard, dans une autre vidéo, parce qu'il va falloir qu'on revoie complètement la manière dont on provisionne nos instances. Et ça c'est très intéressant à comprendre, qu'un petit changement va provoquer un gros changement en termes de Terraform et de notre module d'instance. Le deuxième type d'IP qui va rentrer en compte, c'est l'IP des pods. On l'a vu lors de la vidéo précédente. Donc les pods, un pod, c'est une boîte dans laquelle on va avoir un à plusieurs containers qui supportent différents namespaces. Parmi ces namespaces, à avoir en tête surtout aujourd'hui le network namespace, ou en résumé net. Quand on va lister des des namespaces plutôt, on va parler de net pour network namespace. On a le user namespace, etc.
Donc là, le réseau de pods, lui, va avoir aussi son propre range. On va parler de CIDR, donc du coup, c'est un masque. Et on va couvrir plus ou moins large, hein, suivant le nombre de pods qu'on envisage d'installer. Et cette IP d'un pod est partagée entre plusieurs containers. Ça, on l'a vu lors de la vidéo précédente. On va y revenir encore tout à l'heure, parce qu'il y a une notion assez intéressante, qui n'est pas forcément connue de tous, mais qui est importante un petit peu à avoir en tête, et qui est assez intéressante d'un point de vue curiosité également. Le troisième réseau d'IP qui est important, CIDR on va dire, c'est les services. Alors les services c'est quoi? Il faut les voir comme des load balancers de niveau relativement bas, et derrière ce load balancer type TCP qu'on va dire, eh bien son but ça va être de permettre de load balancer à travers les pods d'un déploiement. Donc si on a un seul pod dans un déploiement, comme on l'a vu lors de la vidéo précédente, ben on va envoyer tout le trafic vers ce pod là. Mais si on a plusieurs pods, voire un scaling up, down, comme on l'a fait, eh bien le service, c'est lui qui va permettre finalement d'avoir une seule IP d'entrée pour switcher sur les pods. Alors les pods, eux, ont bien sûr des IP qui vont varier, hein, qui vont, tantôt on va en avoir, je sais pas, si on scale à 10, on va en avoir 10, puis si on scale à 100, on va en avoir 100 d'IP. Et bien, derrière, le service, lui, c'est lui qui va nous permettre de faire le pont et de faire cette couche d'abstraction de manière à donner à nos applicatifs une IP relativement fixe, voire un DNS également, puisque les services fournissent également un DNS intégré. Donc ça c'est extrêmement important, extrêmement intéressant et ça rentre en compte dans beaucoup d'aspects. Donc 3 réseaux du coup d'IP à retenir et ça c'est très très important. Alors, donc si on en revient un petit peu pour replacer 2-3 petites choses quand même, ce que je vous invite à faire, si vous ne l'avez pas déjà fait, vous tapez Xavkey par exemple, et namespace ou namespaces, peu importe, namespace, vous allez retrouver, alors soit ici, hop, vous avez le blog ici qui doit traîner, bon il va s'ouvrir à un moment donné, soit sinon vous avez cette vidéo là pour expliquer comment on fait un namespace finalement Docker, quoi, ou comme Docker de 0 finalement. Et ça c'est assez intéressant, on voit les notions de bridge, de vEthernet, etc. Si on devait résumer très fortement les choses, hors pod, on va dire hors notion de pod que l'on a avec Kubernetes, qu'est-ce qu'on peut avoir? Eh bien on va avoir ceci finalement, donc là on est sur une VM, alors je vais essayer de ne pas remplir, voilà, zéro background. Donc là on a notre VM ou notre machine physique, peu importe, on a un serveur finalement. Ce serveur il a une interface qu'on va appeler par exemple pour l'occasion ETH1, donc c'est cette interface qui peut être physique mais pas forcément physique, hein. Voilà comme ceci, et derrière donc du coup on souhaite faire de la conteneurisation dans ce serveur, donc on va créer des containers grâce à notre container runtime, on l'a vu, plus ou moins bas niveau, hein, suivant les cas de figure, donc on va avoir un container par exemple ici qu'on va appeler C1. Ce container C1, lui, ce qui va se passer, c'est qu'il va utiliser ce qu'on appelle un bridge. Donc ce bridge, on va le représenter ici, comme ceci, on va le faire comme ça, voilà. Et ce bridge, lui, il a vocation en fait à servir ici, finalement, l'interface ETH1, et faire en sorte de faire la communication, le pont, hein, donc le bridge, avec différents containers qu'on va avoir sur notre machine. Donc si j'ai un container, par exemple C2 ici, j'ai besoin de faire un lien en fait avec, donc pour que ces containers aient du réseau en entrée, en sortie également. Donc là on va faire une flèche uniquement dans un sens, sauf si je peux faire dans les deux. Je vois pas les deux. Si, voilà. Toc, voilà, comme ceci. Et donc là on va se retrouver avec ce principe-là de liaison finalement entre le bridge. Alors le bridge par défaut, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, on va l'appeler Docker 0 en fait. Donc c'est le bridge par défaut qui est connu au niveau de Docker, 172.17.0.0/24 je crois, ou /16, /16 je dirais plutôt. Et donc c'est ce bridge qu'on va retrouver et qui va fournir derrière donc ce qu'on appelle des vEthernet. En fait c'est ces éléments-là, il faut les considérer un peu comme des câbles Ethernet, en fait, un physique, qu'on va plugger d'un côté, qu'on va plugger de l'autre, et qui va nous permettre finalement d'avoir ici ce qu'on appelle un vEthernet. Donc là, avec un petit identifiant ID 1, on va dire pour celui-ci, et puis on va avoir la même chose de l'autre côté pour celui-ci ID 2.
Et ça, donc du coup, ça va nous permettre d'assurer la communication entre ce bridge et le container en question, idem de ce côté-là. Souvenez-vous, cette isolation ici, finalement, ce qu'on est en train de commencer à constituer, c'est cette partie de namespace, c'est-à-dire la capacité à isoler cette grosse brique, hein, finalement, qui est le container, et faire en sorte que lui, à l'intérieur du container, en fait, il dispose d'un 127.0.1, mais tout comme son petit voisin, son petit copain, lui dispose aussi de son 127.0.1. Pourtant, ce n'est pas du tout le même en l'état, c'est pas du tout la même chose. Et donc derrière, chacun va avoir son processus. De la même manière qu'on a un network namespace, on a aussi un namespace pour le PID, ce qui fait qu'on va avoir un PID 1 d'un côté, un PID 1 de l'autre côté. Ça, on l'a déjà vu lors de la vidéo précédente, mais je vous invite vraiment à aller voir la playlist dédiée à Docker. Donc ça, c'est intéressant. Par contre, pour pouvoir travailler, ce qu'il nous faut aussi, c'est avoir dans ce bridge, en fait, il nous faut une IP qui corresponde. Donc là, par exemple, ce qui va se passer, c'est qu'on va considérer ça, c'est un namespace, ça, c'est un namespace, et ici, on va voir ce qu'on peut appeler comme élément, vous le trouverez de temps en temps, le root namespace, c'est-à-dire celui qui porte le bridge, et celui qui finalement est forcément existant, parce que sinon, il n'y a plus de communication, tout simplement, donc ça ne peut plus fonctionner. Ce bridge, lui, ce qu'il permet aussi de faire, hein, c'est d'une part de permettre de sortir éventuellement, mais aussi de communiquer suivant bien sûr des règles permises ou non, entre C1 et C2, entre C2 et C1, hein, dans les deux sens, bien sûr. Donc là, si on redémarre, on va dire assez classiquement avec Docker, on va se retrouver assez souvent avec un 172.17.0.1 qui existe. Et là, du coup, si on change rien avec son fonctionnement par défaut, on va se retrouver avec un 172.17.0.2 par exemple ici. Et donc là, c'est l'IP qui est attribuée à notre container, qui est visible bien sûr de l'intérieur du container, mais surtout, et c'est là où c'est important, elle est aussi utilisable de l'extérieur du container. Alors attention, elle n'est pas utilisable de tout l'extérieur du container, elle est utilisable soit au niveau de notre machine ici, hein, donc tout ce qui est finalement supporté par le Docker 0, donc soit au niveau de notre serveur ici, soit au niveau de ces deux. Mais par contre, là où elle n'est pas valable, c'est si j'étais sur une autre machine distante, 172.17.0.2, je ne saurais pas qu'elle existe ici, et je ne saurais même pas comment la rejoindre. Donc c'est là où des process de route, et ça c'est très important au niveau de Kubernetes, vont permettre de dire, quand je suis sur une autre machine, écoute, le 172.17.0.2, alors là c'est très très schématique parce que c'est pas du tout cette simplicité-là qui est utilisée, mais en gros, si je suis sur une autre machine, l'intérêt de la clusterisation de containers, c'est de pouvoir dire, écoute, le 172.0.2, quand tu es sur une autre machine, quand tu le ping ou quand tu veux lui envoyer des paquets, il va falloir que tu passes par le serveur qui est là, qui lui a bien sûr une IP, hein, comme nous dans notre réseau finalement OpenStack, et là ça pourrait être, par exemple, on va dire 192.168.0.3, on va dire, et on va lui dire dans sa table de routage finalement, quand tu veux joindre du 172.17.0.0/, alors je ne sais plus si c'est du 16, je crois que je vous ai dit 16 tout à l'heure, mais je n'en suis pas certain. Si, aussi, ça doit être du 16, je pense. Donc 172.17.0/16, en fait, et bien derrière, pour tout ce qui est là, tu vas passer par ton interface, bien sûr, que tu as toi aussi, hein, donc on va dire que lui, il a une ETH1 également, et pour aller vers ça, tu vas passer par l'IP qui est 168.0.3, et du coup, ce qui va permettre d'acheminer nos paquets ici tranquillement, tac, 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 comme ça. Arrivé au niveau de ce serveur-là, du coup, 192.168.0.3, mais on sait que le 172.17.0.2, par exemple, je suis obligé de passer par le bridge Docker 0, donc on va passer comme ceci, et nos paquets vont arriver, comme par magie, finalement, dans notre container C1, et donc, par le biais des encapsulations, derrière, bien sûr, le flux retour sera assuré. Alors bien sûr, tout ça modulo des règles de firewall, etc., etc. Mais voilà, à grande maille, c'est ce qu'il faut retenir. Donc ça, on va le laisser comme ça, on ne sait jamais, on va peut-être en avoir besoin de nouveau. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Donc 3 éléments qui sont quand même importants à retenir. Les V Ethernet, qui sont ces espèces de câbles, hein, finalement, qu'on va relier. L'interface
des machines, ça c'est très important malgré tout, et surtout très important quand on va travailler avec Kubernetes, comme je disais, en mode clusterisé. Pourquoi? Parce qu'en mode clusterisé, on est bien dans le cas de figure qu'on a ici, hein, finalement, et ça, cette brique-là, ce qui va se passer, bah, c'est qu'on va en avoir autant que de workers, voire que de masters également, et on va avoir des IP qui vont changer ici, hein. Donc ici on va avoir la point 4 par exemple, et on va avoir un autre réseau, on va peut-être être en point 18, alors je schématise très largement, et on va avoir du point 18 ici, etc. Et surtout, il va falloir assurer ce trafic entre les deux machines pour faire en sorte que les containers puissent se retrouver à la fois sous forme d'IP, à la fois sous forme de DNS également, et assurer ces notions de service également, c'est-à-dire que si j'ai scalé plusieurs fois un pod, eh bien il va falloir que je puisse assurer son load balancing tout en assurant le passage des paquets de machine à machine vers les bonnes machines en plus. Donc ça c'est quelque chose qui est très très important. Alors continuons. Donc du coup le rôle essentiel pour assurer cette fonction-là, on a bien sûr le container runtime. Souvenez-vous, le container runtime, on en a parlé, c'est lui qui fait cette gestion hein, finalement du bridge et d'assurer l'attribution des IP, on va dire. Alors c'est pas forcément lui qui attribue les IP. Kubernetes a un plugin d'IPAM, on va dire, donc qui permet de faire de l'attribution d'IP intégrée, donc c'est pas le container runtime qui le fera. Mais derrière, voilà, le container runtime participe à ça, notamment pour lancer les containers et faire en sorte interagir avec un autre élément qu'on appelle le Container Network Interface, c'est-à-dire c'est un outil, alors on pourrait dire un plugin, mais il n'est pas optionnel pour le coup pour fonctionner en mode cluster, mais qui va permettre de manager le container runtime via le kubelet et assurer ces communications entre machines. Et pour assurer ces communications entre machines, finalement, eh bien, il va y avoir des jeux à partir de tables de routage, d'IP table, suivant les CNI, donc les Container Network Interface. Cette liaison ici va être plus ou moins complexe. On peut avoir du tunnel IP-IP, du VXLAN, du BGP également pour s'assurer le routage dynamique. Donc, suivant les outils de CNI, on va en avoir plusieurs. Alors, vous pouvez voir ici, hop, quelques-uns. D'ailleurs, la liste n'est pas exhaustive, hein, si je ne dis pas de bêtises. Dedans, vous allez retrouver Weave, vous allez retrouver Calico, qui est très très connu. Vous allez retrouver, je ne sais pas si on l'a, Cilium aussi, qui est le plus à la mode à l'heure actuelle, parce qu'il permet de faire des choses encore plus poussées, basées sur eBPF. Nous, on va utiliser KubeRouter. Donc lui, je pense qu'il n'est pas dedans, pourtant historiquement, il est quand même assez important. KubeRouter qui est très très facile à utiliser et qui va nous permettre de faire du BGP finalement à ce niveau-là, c'est-à-dire permettre qu'au niveau d'un host, on puisse joindre facilement les services et les pods. Et ça, c'est assez pratique. Et de manière dynamique, bien sûr. Certains, ce qu'ils vont permettre aussi de faire, hein, c'est grâce à ce BGP par exemple, si vous avez un cœur de réseau externe complètement, vous allez pouvoir faire ce qu'on appelle du route reflector, c'est-à-dire que les routes qui sont connues du cluster Kubernetes ici, on va dire un peu nativement à Kubernetes, on va pouvoir les recopier finalement dans les tables de routage de nos routeurs pour pouvoir les prendre en compte automatiquement et dynamiquement. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui est très important et très intéressant. Alors la CNI, elle sort pas de n'importe où, parce que vous voyez, un peu comme on a l'OCI, hein, donc pour former, pour normer, on en a parlé, les images Docker, eh bien vous avez des spécifications pour les CNI. Dans ces CNI notamment, vous avez quelque chose d'un petit peu connu, c'est les verbes qui doivent être manipulés par la CNI. Alors, je ne sais pas si je le retrouve. On a le add, le delete, le version. Je ne le retrouve pas, c'est pas grave. Voilà, je ne vais pas vous faire perdre plus de temps. Et donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Donc le rôle de la network interface, c'est quoi? Ça va être de créer les interfaces. Donc à l'aide de kubelet et du container runtime, bien sûr, là vous voyez qu'il y a quand même un jeu commun à réaliser. La création des vEthernet ici, qu'on retrouve également, parce que derrière, souvenez-vous, nous on n'utilise pas forcément Docker, on va utiliser containerd, on va utiliser plus ou moins des containers runtime bas niveau, et le jeu derrière consiste à se dire j'ai une CNI qui va aller plus ou moins loin dans son périmètre,
parce qu'elle va avoir des fonctions très poussées potentiellement et très avancées que ne permettront pas d'avoir finalement le container runtime. Et si je le laisse faire ça, finalement, bah, il sera son rôle, les fonctions plutôt de networking seront relativement limitées finalement. Donc des fois, on a quand même plutôt un intérêt à aller pousser assez loin le network interface. Il va permettre non pas de créer les namespaces, mais de configurer les namespaces également. Il va permettre d'ajouter et de configurer les routes sur chacun des nœuds du cluster, de configurer le fameux bridge en question, d'assigner IP, donc d'assigner des IP également, et de créer des NAT rules de manière à permettre l'encapsulation pour les flux rentrants et sortants. Alors, là, ça sort pas bien, voilà. Petite particularité dans tout ça, donc là, une fois qu'on a posé les briques que je viens de vous dire, bah finalement, on n'a pas raison complètement. C'est-à-dire qu'en fait, souvenez-nous, nous, on fonctionne pas en container, on fonctionne en pod, déjà. Donc là, ça a un impact non négligeable, finalement, vous allez voir, et ça donne quelque chose d'assez intéressant. C'est-à-dire que si on prend ce qu'on avait à côté, ici, voilà, on a nos pods, et dedans, on a un à plusieurs containers, qu'en fait, alors ouais, je sais plus. Ah oui, ça c'est groupe et namespace, ok, on est d'accord. Et derrière, donc on a un à plusieurs containers. Comme ceci. Hop, voilà. Et bien, parmi ces containers, il y en a un qui est tout le temps présent dans les pods, mais qu'on ne voit jamais finalement. Par exemple ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer ici, on va faire un kubectl, create, deployment, comme on avait fait finalement lors de la vidéo précédente, on l'avait appelé démo 1, quelque chose comme ça, --image nginx. Donc on va le lancer comme ceci, kubectl getPod. Alors j'espère que j'ai du réseau assez rapide aujourd'hui, parce que sinon ça va être moyen. Voilà, bon, ça tourne, parfait. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Finalement, j'ai mon pod, donc j'ai créé un déploiement, kubectl get deployment. Moi j'ai un alias, hein, vous l'avez vu maintenant. Et dans ce déploiement, finalement, si je vérifie comment est ce déploiement, je vais le prendre comme ceci, je peux faire un -o YAML, et je vais vérifier la composition de ce déploiement. Souvenez-vous aussi la commande qui a permis de le lancer, etc. Parmi les containers, du coup, bah, j'ai une liste de containers dans les spécifications de mon déploiement, et moi j'ai qu'un seul tiret, vous voyez ici, donc j'ai qu'un seul container. Alors c'est pas vrai en fait, on a deux containers, puisqu'il y en a un qui est tout le temps associé à notre container. Alors je vais pas recréer un autre volontairement, on va partir sur celui-ci. Donc lui, l'exercice qui est assez intéressant, c'est de se dire, tiens, il y a quelque chose qui est assez sympa à faire. Donc on va faire un kubectl getPod. Alors imaginons on est sur un cluster avec plusieurs nœuds, on n'en a pas qu'un seul, donc là, première chose, je vais faire un -o wide, ce qui va me permettre de voir sur quelle machine et sur quelle IP tourne le pod en question. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la machine, donc on sait que c'est sur AutoKnode 1. Ok, très bien. Donc du coup, on va se rendre sur AutoKnode 1. Alors, je vais regarder ici, ouais, voilà. Comment on se le fait? Ouais, on se le fait comme ceci, voilà. On va se rendre sur AutoKnode 1, ici, et je sais que j'ai fait tourner un Nginx. Alors il y a plusieurs choses il y a plusieurs manières de faire les choses. Alors on va se mettre en route déjà. On va faire un... Alors souvenez-vous, première chose, on sait qu'on a tous nos containers qui tournent avec container D ici. On sait qu'on a une ligne de commande container-namespace et le nom du namespace ici qui correspond. Ouais, alors on va faire un ls ou list. Hop, qu'est-ce que j'ai loupé? Containers. Non, namespace. Ah oui, alors j'ai pas mis au bon endroit. Hop là. Donc lui, il est un petit peu plus sensible hein, que kubectl. Lui est très permissif dans l'ordre des arguments et des options. Là, en l'occurrence, c'est pas le cas. Donc lui, container D, il nous dit, bah écoute, il y a tout ça qui tourne sur la machine. On fait OK. Par contre, on voit plein de containers, vous voyez, qui s'appellent pause comme ceci. Pas grave, pour l'instant. Nous, ce qu'on veut, c'est notre container qui fait tourner du Nginx, finalement, qu'on va retrouver ici.
Vous voyez, on le retrouve. Ok, très bien. Ce container, il a un PID. Alors là, on pourrait faire un info sur le container, mais on va pas avoir, comme sur l'inspect de Docker, finalement, on retrouve le PID très facilement. Là, on va pas forcément le retrouver comme ceci. Par contre, on sait très bien que c'est un processus qui tourne sur notre machine. Comme ceci, on va faire un grep de Nginx, comme ceci. Hop là, alors 102G, ça sera mieux. Voilà. Donc là, on sait qu'on a un Nginx qui tourne avec un PID 4455. Ok, très bien. On a à côté une ligne de commande qui nous permet d'interagir avec les namespaces. Alors, il y en a même plusieurs. Il y a NetNS, il y a LSNS, il y a vraiment pas mal de choses. Je vais reprendre des petites notes à côté au cas où, parce que je suis pas un champion de retenir toutes les lignes de commande. Nous, on va partir sur LSNS, qui est assez facile à utiliser, qui normalement est installé un petit peu partout, dès lors qu'on va faire LSNS, voilà. Donc là, on retrouve... Là, qu'est-ce qu'on vient de faire? Finalement, on vient de lister tous les namespaces. Vous avez les types de namespace ici, vous retrouvez les namespaces de type montage MNT, UTS, net pour network. Là, vous voyez, il y a beaucoup de pause qui sort aussi. Donc pause, ça fait référence quand même à notre histoire qu'on a vue tout à l'heure. Alors, j'ai déjà perdu le PID en question. 4455. Donc nous, ce qu'on va faire, on va faire un tiret petit p 4455. Ah, là c'est mieux, donc là on est focus finalement sur notre fameux PID 4455 qui est porté par le Nginx. Et là qu'est-ce qu'on voit? On voit finalement que, alors on va mettre de côté la partie init qu'on retrouve, par contre on voit qu'on a bien des process Nginx qui tournent, mais à côté on a ce fameux pause qui nous suit. Ok, et si on regarde en fait les namespaces, si vous regardez, notre process Nginx n'a que le namespace MNT, PID, donc PID pour le PID 1 à l'intérieur de notre container, cgroup, donc pour l'attribution des fameuses ressources qui vont avec. Et puis à côté, pour ce qui est network, on se retrouve finalement avec le container pause. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que l'on a derrière? Alors on peut faire un check un peu plus global, si on veut faire un peu mumuse, on peut faire un awk par exemple, et on va faire un print de $0, ça nous affiche toute la ligne, et on va lui dire écoute, moi ce que je veux c'est quand $2, donc c'est la deuxième colonne, est à peu près égal à quelque chose comme net, écoute, tu vas me la sortir. Et là, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? C'est que tous les network namespaces sont portés par ce fameux pause, en fait. Et pause, on l'a vu tout à l'heure, c'est un container. Donc finalement, on a deux containers. Là, on a le container Nginx et le container pause qui cohabitent. Souvenez-vous, on en a parlé lors de la vidéo précédente, sur les pods, c'est que tout container à l'intérieur d'un même pod finalement partage l'ensemble des namespaces finalement, ou en tout cas une partie des namespaces qui sont avec. Là en l'occurrence ça veut dire que c'est le container pause qui a créé le network namespace, en tout cas qui en a la charge, à qui il a été attribué, et derrière il le transmet finalement à notre container Nginx. Et ça c'est plutôt assez intéressant derrière, parce que finalement donc on se retrouve avec ici ce container pause qui existe quoi qu'il arrive dans n'importe quel pod au niveau de Kubernetes. On a toujours un pause container ici qui existe, qui n'est pas, qui ne figure pas, hein, souvenez-vous, on ne l'a pas vu dans le déploiement, hein, dans la liste des containers de déploiement. Nous on n'a bien qu'un seul container, et pour autant c'est lui qui assure la gestion finalement, l'interaction on va dire avec la CNI pour la création du namespace, du network namespace en l'occurrence, et vous avez vu c'est pas le seul. Donc ça c'est quelque chose qui est assez intéressant. Le deuxième truc qui est intéressant également, c'est que ce container pause, au même titre qu'il est capable d'assumer, on va dire, cette fonction de réseau, il est capable aussi d'assumer une fonction qui est assez importante au niveau des processus d'un système tel que Linux. Il est capable d'assumer la partie reaping d'un init finalement. Donc init, hein, vous savez, c'est le process père de tous, hein, duquel découlent tous les autres processus. Et en fait, ce qui se passe quand il y a des process zombies ou des process qui n'ont plus de parents, le process init assume une fonction de reaping, c'est-à-dire qu'il est capable de prendre en charge
potentiellement, pas toujours, de prendre en charge ces espèces d'orphelins finalement. Eh bien, c'est le container pose qui assume ce rôle-là. Alors vous pouvez retrouver aussi hein, avec ce container pose aussi son code qui est extrêmement simple en plus, qui est assez sympa à regarder. Je vous laisse découvrir tout ça dans le détail. En tout cas, c'est très très intéressant de découvrir cet élément-là et de se dire finalement ce container pose. Alors vous inquiétez pas, il prend pas une ressource de dingue non plus, mais vous voyez qu'on le retrouve un petit peu. Alors j'allais dire à toutes les sauces, mais on le retrouve en tout cas assez largement, donc ça c'est assez sympathique. Voilà, donc derrière, là on a fait le tour hein, finalement un peu de cette partie communication avec la CNI. Donc la CNI, elle a un rôle de communication, hein, donc entre serveurs et au sein des serveurs pour pouvoir accéder aux services et aux pods. Et derrière, aux services et aux pods. Et derrière, on a ce fameux container pose qui lui aide finalement l'action de cette CNI pour l'attribution finalement et le management du namespace, l'attribution également des IP. Donc ça c'est quelque chose qui est assez important. Et là donc on a fait un bref débroussaillage, on va dire, de la fonction de networking finalement de Kubernetes. Mais intervient la deuxième chose finalement, mais là pour l'instant on n'a toujours pas répondu à cette question, c'est comment on fait pour joindre un pod ou un pod et son processus finalement, notre fameux Nginx, comment on fait pour le joindre. C'est là où intervient, alors là c'est assez moche cette affaire là, on va juste faire la petite modif qui va bien. Toc 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 toc, voilà, ici là on a un petit souci je pense par là. Voilà. Donc là, ceci. Et donc là, on a besoin de communiquer avec ces fameux pods et on aimerait faire, hein, comme on le faisait avec Docker, finalement, exposer notre fameux container vis-à-vis du reste du monde, finalement, donc que ce soit à l'intérieur de la machine, du serveur ici, ou à l'extérieur de notre cluster complètement. Pour faire ça, pour assumer ce rôle-là, il y a la notion de service dans Kubernetes. Donc ça, c'est quelque chose qui est important, et le service, on va dire, il y a 4 principaux services au niveau de Kubernetes. On a le cluster IP. Donc le cluster IP, ce type de service, qui permet de faire, c'est que les pods, alors là on n'est plus en format pod, mais on peut se mettre ici, on va imaginer qu'on a, comme ceci, plusieurs machines au sein de notre cluster ici. Et là, on a des pods qui ont besoin de communiquer les uns avec les autres. Hein. Par exemple, celui-ci va vouloir communiquer avec celui-ci. Ce qui va se passer, c'est que on va utiliser un cluster IP. Le cluster IP, ça va permettre de faire une communication strictement limitée, finalement, à notre cluster Kubernetes, modulo des actions possibles à travers la CNI. L'autre service qui existe, donc là, on va dire que le point de communication d'entrée, finalement, c'est le pod sur lequel on se situe. L'autre niveau de service, c'est le node port. Le node port, ça revient à faire l'exposition qu'on connaissait avec Docker, finalement, c'est-à-dire que sur les serveurs, là c'est un petit peu plus sioux, un peu plus subtil qu'avec Docker, sur les serveurs, donc que ce soit les masters ou les workers, on va utiliser un port généralement dynamique. Donc on est dans les 30 000 quelque chose. Et ce port dynamique, on va l'associer avec derrière nos pods que l'on retrouve juste à côté, quoi. Ce port dynamique, comme je vous disais, il est présent sur toutes les machines, y compris sur les machines, ça c'est important, qui ne portent pas le pod en question, qui ne portent pas les services en question. Donc ça veut dire que quand c'est comme ça, la requête arrive ici. Alors je suis toujours avec ce mode là qu'on va changer, voilà. La requête arrive ici, et il y a un processus qui permet de dire, ok, tu arrives là, mais en fin de compte, tu vas te rendre ici, pour ensuite te rendre là, etc. Donc ça, c'est important. Cette partie-là, hein, tout ce bloc-là, hein, qu'on voit ici, hein, c'est assumé par les services. Donc ce fameux load balancer, hein, c'est les services au sein de Kubernetes.
c'est quelque chose qui est relativement restreint, hein, mais qui a une fonctionnalité essentielle au niveau de Kubernetes, puisque derrière, si je, comme je vous disais, si j'augmente le nombre de réplicas de mes pods ici, et que j'ai des pods ici et des pods ici, c'est le service qui, lui, va prendre en charge les choses et dire, ok, là, toi, tu arrives avec tes paquets, je t'envoie ici. Là, toi, tu arrives, je t'envoie ici. Et le load balancing est relativement simplifié, hein, simpliste. On n'est pas sur quelque chose d'extrêmement élaboré, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est important à avoir en tête. Donc ça, c'est le type node port, c'est-à-dire qu'on va exposer sur les nodes du cluster un port dynamique qui va nous permettre d'accéder ensuite aux pods qui sont servis par le service en question. Ensuite, on a le type load balancer. Alors, on va dire il y a deux types un petit peu au sein de cette famille load balancer. On a, on va dire, donc, un autre contrôleur qu'on n'a pas vu jusqu'ici. On a le Cloud Controller Manager qui, lui, est capable d'interagir finalement avec, alors on n'est plus dans ce cas de figure-là, avec, on va dire, un load balancer externe. Généralement, c'est ce que fournissent les cloud provider, hein. Un cloud provider, il va dire, ok, moi j'ai un service de load balancing que vous retrouvez chez GCP, AWS, n'importe quoi, j'ai souvent un service de load balancing qui est externe à mon cluster Kubernetes pour le coup, et lui, il est capable de prendre des IP, de servir des IP publics par exemple, pas que, hein, des IP, et dire ces IP là, je vais les servir et je vais les renvoyer ailleurs. Et là, dans ce ailleurs, finalement, il y a l'intégration de cette notion de service pour pouvoir renvoyer finalement vers le service en question et vers les pods qui sont tenus par ce service. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Le petit élément qu'on n'a pas abordé, hein, c'est comment on fait un service pour prendre en charge des pods. Eh bien, c'est la même chose que pour souvenez-vous, les réplicasets. Les réplicasets ont ce fameux match label selector, donc on va avoir des labels pour les pods. Et bien, quand on va définir un service, on va lui dire, écoute, toi tu vas prendre en compte les pods qui ont le label app de point Toto par exemple, et bien tous les pods Toto vont rentrer dedans. Ce qui fait que si on scale up ou down, et bien ce que va regarder le service en question, c'est pas le nom des pods, mais c'est bien les labels, et donc plus on va avoir de pods avec le label Toto, bah, plus il va en prendre en compte, et vice versa. Donc ça c'est important. Donc ce load balancing, bah, qu'est-ce qu'il va permettre? Là, finalement, c'est un jeu qui intervient entre le contrôleur interne de Kubernetes pour le cloud en question et la création de ces fameuses ces couples d'IP et ces liens vers les services en question. Ça se fait de manière dynamique et ça se fait par ces fameux services qui s'appellent load balancer. Alors c'est valable aussi sur on-prem, on va dire, pour l'attribution d'IP, on va dire externe au cluster, grâce à un outil qui s'appelle MetalLB. Là c'est un peu plus particulier, on va le mettre de côté, tout comme on va mettre de côté le external name. En gros c'est quoi? Ça nous permet d'avoir un service que l'on va mapper avec un DNS plus ou moins interne ou externe, peu importe. Donc ça c'est quelque chose aussi qui peut être pratique quand on veut faire de la résolution DNS, manipuler des résolutions DNS, etc. Alors ce qui est cool dans Kubernetes, c'est que ces services, tout comme les pods, on va avoir une résolution DNS. Dès lors qu'on va créer un service, on va avoir un DNS qui existe, qui va être créé pour ce service. Voilà. Donc derrière, qu'est-ce que ça donne si on parle de tout ça? Donc nous, on a créé notre fameux déploiement derrière. Je suis en train de me réfléchir. Ouais, on va peut-être... on va partir sur une autre image. JPetadso color, par exemple. On va voir si on arrive à l'appeler color aussi, voilà, comme ceci. Donc là, il faut juste le temps qu'il télécharge l'image, parce que pour le coup, j'ai pas quelque chose de très très rapide, on va voir. Donc là, on est en train de créer un nouveau déploiement, voilà, il est créé. Si je fais un kubectl au wide, alors là, la machine auto-dep, elle est en dehors du cluster Kubernetes. Donc si on se représente ici, on a notre cluster, notre machine, elle est, c'est comme si elle était en dehors, hein, ici, voilà, nous on est ici. Donc là, ce que j'essaye de faire, c'est que je prends l'IP d'un pod et je vais aller l'interroger directement, ce pod. Donc là, on va faire un kubectl get pod au wide, ce qui me permet de récupérer les IP des pods en question. Donc je vais faire un curl dessus. Là, ça répond pas. Si je fais un curl ici,
sur l'autre éventuellement. Vous voyez, ça ne répond pas non plus. Pourquoi? Alors si je fais, là on pourrait installer traceroute, mais en fait, derrière, qu'est-ce qui se passe? Bah, finalement, je suis à l'extérieur de mon cluster Kubernetes, j'ai pas fait de manipulation spécifique pour dire les IP des pods, elles sont comprises en 10.233/16, et bah, du coup, je sais pas où je vais les router, ces /16, je vais partir sur une route par défaut, qui n'est pas la route qui va me permettre d'aboutir à mon cluster Kubernetes et au master ou au worker qui correspondent. Donc là, forcément, ça marche pas. Par contre, ce que je peux faire, c'est me rendre sur un des serveurs du cluster. Je vais faire par exemple ici mon curl ici. Là, vous voyez que le Nginx il répond. Si je me mets ici également, le Nginx répond. Pourquoi? Parce que par défaut, nous, avec la CNI qu'on a en plus, on a la possibilité au niveau du des routes de des machines de notre cluster. Si on regarde IPR, on va retrouver, vous voyez, les routes du 10.233. Alors là, je ne sais plus en combien on était, 65.14 par exemple. Eh bien, les 65.14 ou 17, hop, on va pouvoir les résoudre. Vous voyez, ici, il n'y a pas de souci. Et on voit qu'on est sur le pod qui s'appelle, voilà, comme ceci. Donc ça, on n'a pas de problème pour le résoudre derrière. Parce que tout simplement, bah voilà, on a une route, on sait que les 10.233, 65, 17, bah on rentre par ici, on passe par le device qui est, le device ou l'interface qui est celle-ci. Si on fait un trace route derrière avec l'IP d'un des pods en question, qu'est-ce qu'il fait? Bah, nous, on est sur AutoKey Master, vous voyez, bah, il fait le premier hop qui fait, il va passer sur AutoKey Node 1, c'est-à-dire il va aller ici, et sur AutoKey Node 1, il va aller demander l'IP qui est là, il va la trouver, il n'y a pas de souci. Ok, ça c'est bien, mais par contre, nous, imaginons, on veut y accéder de l'extérieur. Qu'est-ce qui se passe derrière? Donc là, je ne peux pas y accéder de l'extérieur. Là, vous voyez, mon curl, hein, comme on l'a vu tout de suite, sur le 17, par exemple, ça ne fonctionne pas. Donc ok, ça ne fonctionne pas, donc pour ça, on va utiliser kubectl, expose, deployment. Donc là, on est en train de créer un service, et ce service qu'on est en train de créer, on va lui dire, écoute, tu te bases sur un déploiement, le déploiement, il s'appelle color, si je ne dis pas de bêtises, qu'on a dit tout à l'heure, et il faut lui indiquer le port sur lequel le processus va répondre, hein, finalement, on va lui dire, bah, tu es sur le port 80. Ok, donc là, on va faire un kubectl get service, services ou SVC même, get... Voilà, et là on retrouve un service qui s'appelle Color. Et vous voyez que là on n'est plus dans le même CIDR, dans le même range d'IP qu'on avait tout à l'heure. Là on est en 10.233, non pas 65, mais 44 cette fois-ci. Donc je sais plus si on est sur on doit être sur du /24, j'ai pas de bêtises. Et derrière, donc du coup, là c'est cool d'avoir ça. Donc là si je fais copier ça, on va faire un curl ici. Donc là, on a quelque chose qui répond. Si je fais un curl ici, ça répond aussi. Je suis sur mon cluster cube. Vous voyez que aussitôt, on trouve bien les IP qui vont bien. Alors, il y a des petites subtilités derrière les commandes qu'on vient de faire, quoi, la manière dont ça se passe derrière en termes de tuyaux. Mais on ne va pas rentrer dedans aujourd'hui. Et là, si je le fais d'ici, ça répond toujours pas. Donc là c'est normal puisque souvenez-vous, je vous ai parlé tout à l'heure du fameux type de service. Nous on est sur le service par défaut qui est le cluster IP. Donc le cluster IP, comme je vous disais, c'est uniquement utilisable à l'intérieur du cluster Kubernetes. Au passage, un DNS a été créé pour cet IP là. Alors on va voir si on va pas l'utiliser tout de suite, mais en gros on a un démo, donc le nom du service démo, qui a été créé en résolution DNS ou demo.svc.cluster.local qui existe, et à l'intérieur de notre cluster Kubernetes, on est capable de résoudre ça. On peut faire le parallèle finalement avec Docker Compose, souvenez-vous, donc l'espèce de mesh à l'intérieur du Docker Compose qui permet, du réseau Docker plutôt, qui permet de résoudre n'importe quel service qui est lancé dans le même bridge en question.
Donc ça, c'est une chose assez importante. Par contre, oui, comme je vous disais, on est bloqué. Là, on est en cluster IP. Donc là, ce qu'on va faire, on va faire kubectl, edit. On va aller modifier finalement le service. Donc service, on peut mettre svc à la place et démo. Ou démo 1, je ne sais plus. Donc, kubectl get svc pour service, color plutôt. Ok, color. Toc, donc là, on l'ouvre. C'est comme si on ouvrait, souvenez-vous, l'ETCD, hein, donc quand on ouvre un fichier qui va être ensuite envoyé dans l'ETCD, pour aller le modifier, alors ça, vaut mieux éviter, on parlera plus tard des notions de GitOps, etc. Là, vous voyez, on est en type cluster API, bah, on va passer en node port, porte comme ceci, voilà, et on va enregistrer. Toc, voilà. Donc là, il vient de l'éditer, ok. Donc là, on est passé en node port, et là, il y a une petite modification qui s'est faite. Vous voyez, ici, au niveau des ports, on était en 80 TCP, là, on est en 30 596, donc on est sur un port dynamique, toujours en TCP. Donc là, souvenez-vous, ça ressemble beaucoup à ce qu'on connaît avec, finalement, Docker, c'est-à-dire qu'on a un port qu'on va pouvoir utiliser à l'extérieur. Donc ça, c'est assez sympa. Donc là, au premier abord, on peut se dire, ah ok, bah du coup, go, hein. Je reste sur mon IP, je fais 30 596, et go, et ça répond pas. Eh bien oui, parce que là, on est un peu comme on est dans le cas, si vous connaissez Docker, c'est-à-dire que là, cette IP-là, on ne sait toujours pas la router, on ne sait pas par où aller pour y aller, pour avoir le résultat final. Non, en fait, le node port, il ne sert pas à ça, souvenez-vous, le node port, il sert à... Alors, est-ce que je vais réussir à revenir où on en était? Voilà, toc. Donc, le node port, il sert, souvenez-vous, à ça, c'est-à-dire à faire en sorte qu'on arrive sur un des serveurs du cluster, et ensuite que ça reparte vers le bon pod en question. Donc là, en gros, qu'est-ce que je suis capable de faire? Je suis capable, là j'ai un DNS qui existe, hein, pour auto knode 1, et alors avec un seul, voilà, comme ceci, et là ça y est, j'ai quelque chose qui répond. Donc là j'ai un seul pod, hein, donc il n'y en a qu'un seul qui répond, vous allez voir tout à l'heure, on va scaler, on va voir un peu ce que ça peut donner, et donc là ça répond bien. Alors la petite particularité, c'est que si on est habitué à Docker, on va se dire, ok, bah ouais, de toute façon, le port, il est exposé sur la machine en question, et puis ça s'arrête là, quoi. Non, ça s'arrête pas là. C'est-à-dire qu'en fait, il est exposé, ce port, y compris sur les autres machines du cluster. Auto Key Master, lui, porte pas ce service-là, et pour autant, il est capable, vous voyez, toujours de répondre, sans problème. Parce que derrière, ce qui se passe, c'est que quand les requêtes arrivent ici, il y a un petit système à coup d'IPTable pour aller réécrire finalement. Donc on sait qu'on arrive ici sur le service en question. Le service prend en charge, donc l'IPTable, derrière tout est joué, les services, derrière tout est joué, soit par IPTable, soit par IPVS. Vous avez deux notions assez subtiles à connaître. Kubeproxy par défaut, historiquement, c'était de l'IPtables. Donc là, les services, c'est géré par kubeproxy, hein, comme je vous disais. Kubeproxy, il y a deux manières en gros de le configurer, soit IPtables, soit IPVS. IPtables, l'inconvénient, c'est que si on a un cluster qui a beaucoup de services, pas mal de pods, pas mal de nodes, ce qui va se passer derrière IPtables, lui, il fonctionne en ordre séquencé pour gérer les règles une à une. Et ce qui fait qu'au fur et à mesure, plus on rajoute de services, plus la courbe va être un peu exponentielle en matière d'utilisation du réseau et de la gestion de ce réseau derrière, donc consommation de ressources, etc. Et ça va très vite devenir très très lourd à gérer. Ça va générer surtout des latences, donc ça c'est extrêmement délicat. Donc pour compenser ça, est venue derrière une deuxième solution, un deuxième mode à kubeproxy qui est l'IPVS. Donc l'IPVS derrière lui il se base aussi sur IPtable mais pour juste une partie, et derrière il se base sur une hash table, et plutôt que d'aller prendre les règles une à une, il va se reporter à cette table et va pouvoir pour chaque paquet mieux gérer plus efficacement les choses. Donc ça, schématiquement, voilà ce que ça donne. Donc là, ça fonctionne. Donc derrière, quand le paquet arrive ici, ce qui se passe, c'est que tout simplement, soit il y a finalement une réécriture qui est faite, hein, pour renvoyer les paquets sur l'autre serveur derrière, ce qu'on ne connaît pas du coup avec l'exposition au niveau de Docker. Même si vous faites du Swarm, ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas comme ça. Alors l'autre truc qui est assez sympa aussi, c'est qu'on se dit, bah tiens, moi si je veux scaler, donc je vais faire kubectl, scale,
On a dit deployment qu'on a vu lors de la vidéo précédente, et là on va scale color. On va dire color, bah, tu vas passer à 10 réplicas. Réplica avec un S, voilà, à chaque fois je la fais celle-là, ne vous inquiétez pas. Donc on va faire un kubectl getPod. Là en l'occurrence, tous les réplicas vont se lancer sur le même keynode. C'est pas notre problème, nous, ça c'est de la sauce à Kubernetes. Nous on s'en préoccupe pas, vous voyez, et du coup il est en train de tout mettre sur auto keynode 1. On s'en fiche, nous, c'est pas notre problème. Alors ça serait notre problème si on faisait réellement de la production, mais là en l'occurrence c'est pas notre problème. Par contre notre problème là c'est de se dire, ok, là j'ai 10 réplicas derrière, donc là j'ai créé 10 boîtes ici là, et qu'est-ce qui se passe quand je fais mes curls et que je balance mes curls sur auto keymaster par exemple, pour voir, voilà, j'avais ça qui répondait tout à l'heure, ça répond toujours. Et, par contre, ça répond toujours, effectivement, donc là j'ai bien le fameux réplica set, donc souvenez-vous, hein, nom du déploiement, nom du réplica set, nom du pod. Et là on voit qu'on change de pod à chaque fois. Donc on envoie une requête à chaque fois. Et là on est en train d'être load balancé, comme je vous disais, en TCP, niveau 4. Et derrière, on est load balancé sur les pods qui traînent sur ce deuxième serveur. Donc ça, c'est quelque chose qui est aussi très important à avoir en tête et très très pratique pour le coup, parce que voilà, là je serais bien embêté, donc si on verra ça plus tard, si on fait la playlist Kubernetes, on s'amusera peut-être à faire ça à la main, mais si derrière je repassais à réplica à 1 comme ceci, et que j'avais moi-même à... Alors là, vous voyez, il y a peut-être un petit temps d'adaptation. Étonnant. Color. Il est bien là. Il aurait dû répondre encore. J'ai pas tué le service par hasard. Non. Il devrait fonctionner encore. Ah, ouais. J'ai peut-être un cas particulier. Ok. Logiquement, donc le service sert encore les requêtes. Vous voyez, donc ça fonctionne encore sur l'autre. Ouais. Petite subtilité derrière, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Derrière, donc du coup, ça fonctionne encore. Mais cette fois-ci, on n'est plus load balancé, on fonctionne toujours sur une seule IP. Et donc là, je serais bien embêté s'il fallait faire tout ça à la main. Vous imaginez, alors là encore, on ne voit pas, mais vous imaginez bien qu'en termes de règles, il y a plutôt pas mal de choses qui sont utilisées. Si on prend par exemple ici sur AutoKnode ici, là vous pouvez aller faire un iptables grand L, N, T, NAT, comme ceci. Donc là, on a juste la table de NAT. Et derrière, vous voyez qu'ici, il y a plein de choses en rapport avec Kubernetes. Vous voyez, du post-routing. Vous retrouvez derrière pas mal de les éléments sur le node port également. Et on peut aller interroger dans le détail ce qu'il y a avec, etc. Il y a vraiment beaucoup de choses. Ça, on le garde pour plus tard, pour la playlist vraiment dédiée à Kubernetes. C'est pas l'objectif dans notre cas de figure. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, on a débroussaillé un petit peu les choses. Important à avoir en tête, donc l'aspect network de Kubernetes, nous, ça va se régler juste en installant kubrouter et ça se fait tout seul, on va dire, entre guillemets. On n'y revient pas trop derrière, sauf le jour où on a vraiment un problème. Et puis, les services, par contre, ça, c'est important à avoir vraiment ça en tête parce que c'est dans le fonctionnement du quotidien où c'est vraiment très important à avoir en tête. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des pouces bleus, à commenter. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Xavki. Ciao à tous!